de l'État. Merci François. Je prends donc la main en te remerciant François pour cette invitation à participer à des réflexions sur un sujet multiforme et souvent assez complexe comme on vient déjà de s'en rendre compte. Pour reprendre une expression que l'on utilise souvent en droit de l'urbanisme, on peut considérer que l'aménagement commercial, c'est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales, qui sont tous bien sûr directement intéressés à la question au regard des enjeux aussi bien économiques que d'aménagement du territoire. Alors, s'agissant de l'État, outre évidemment, comme l'a rappelé Jean-François Giacuzzo, la définition des règles nationales d'encadrement, les manifestations de l'intérêt de l'État pour la question sont anciennes et nombreuses et elles se sont multipliées ces dernières années au travers notamment de plusieurs circulaires, de rapports commandés par le gouvernement ou encore de la mise en place et du pilotage du réseau commerce, ville et territoire. Alors, la multiplication de ces interventions de l'État n'est évidemment pas anodine et la loi Elan est à cet égard révélatrice. Cette loi a effectivement renforcé les pouvoirs de l'État en la matière, montrant que celui-ci entend bien peser plus fortement sur les politiques déployées. Et ce renforcement des compétences de l'État est justifié plus particulièrement par le souci de peser ou peut-être de traiter plus efficacement deux problématiques récurrentes qui ont été aussi évoquées par Jean-François Giacuzzo, celle de l'artificialisation des sols et celle de la revitalisation des centres-villes. Alors on pourrait presque déjà, pour répondre à la question générale posée par le colloque, dire que finalement, dans ces interventions, l'État entend plutôt freiner les implantations en périphérie et au contraire encourager les implantations en centre-ville. Alors c'est vrai, aussi bien dans les différents rôles qu'il endosse pour déterminer les différentes politiques locales d'aménagement commercial, qu'à travers justement les différentes compétences qu'il exerce par ailleurs en matière de police de l'aménagement commercial. Alors, on va donc voir ces deux aspects, intervention dans la détermination des politiques locales d'aménagement commercial et compétences en matière de police. Mais avant peut-être de les aborder, une petite remarque, c'est que une chose est de disposer de prérogatives, une autre est de les exercer effectivement, et le poids effectif de l'État en la matière dépend souvent effectivement de la volonté de celui-ci de faire usage véritablement de ses compétences, du moins quand il dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Et on verra que l'État est quand même assez mesuré dans les prérogatives dont il dispose. Alors, je vais commencer donc tout d'abord par essayer de faire un petit tour d'horizon sur l'ensemble des moyens dont l'État dispose pour intervenir dans la détermination des politiques locales de l'aménagement commercial. Alors de ce point de vue, l'État est partie prenante aussi bien dans l'élaboration des documents d'urbanisme locaux qui encadrent justement l'implantation des établissements commerciaux, que dans les dispositifs opérationnels de programmation qui vont décliner les politiques d'aménagement commercial. En d'autres termes, il y a une dimension à la fois réglementaire et contractuelle à ces interventions de l'État. Alors, s'agissant de cette dimension réglementaire de l'intervention, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que ce sont des choses assez connues et sur lesquelles peut-être Dominique Moreno va revenir, mais effectivement, l'État a la possibilité de peser en particulier sur le contenu des documents d'urbanisme locaux qui encadrent justement l'implantation des équipements commerciaux, avec et bien évidemment à l'esprit
l'ensemble des objectifs de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, dont un certain nombre concernent directement les commerces. Alors, par exemple, effectivement, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain, l'utilisation économe des sols, la diversité des fonctions urbaines avec la satisfaction des besoins en matière d'équipement commercial, etc. Alors, l'État, on le sait, intervient dans l'élaboration de ces documents déjà en tant que personne publique associée tout au long de la procédure d'élaboration ou de révision. Il intervient également désormais aussi à travers la note d'enjeu, qui est une nouveauté introduite par la loi Élan de 2018, note d'enjeu qui lui permet d'adresser aux EPCI en charge de ces documents, donc les SCOT et les PLU en particulier, une information sur les politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné et qui synthétise également les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme. Donc cette note d'enjeu peut être l'occasion, bien sûr, pour le préfet d'insister plus particulièrement sur certains enjeux en matière d'aménagement commercial et sur certaines politiques qu'il entend voir traduire dans les SCOT et les PLU, et en particulier dans le volet commercial de ces documents, le DAC dans le SCOT et surtout les OAP commerce dans les PLU. Également, on le sait, le préfet a aussi la possibilité de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un SCOT et, en l'absence de SCOT, d'un PLU, et d'imposer des modifications aux documents pour garantir la prise en compte de certaines considérations et notamment de certains enjeux auxquels, justement, une grande attention est donnée en matière d'aménagement commercial. Donc, on retrouve ici les problématiques de limitation de la consommation de l'espace, de densification des secteurs desservis par les transports, de traitement des entrées de ville, etc. En outre, eh bien, on le sait, le préfet peut aussi, en dernier lieu, exercer un déféré préfectoral contre les documents d'urbanisme et, à cette occasion, là aussi, invoquer la méconnaissance d'un certain nombre d'objectifs fondamentaux. Le préfet peut donc peser sur les choix d'urbanisme exprimés dans les documents locaux en matière d'aménagement commercial, mais en dehors de l'hypothèse de l'enclenchement ponctuel d'une procédure de mise en compatibilité avec un projet d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet n'a pas la possibilité de prendre l'initiative d'une évolution de ces documents d'urbanisme qui pourraient pourtant être nécessaires précisément pour la mise en œuvre de certaines politiques d'aménagement commercial. Il n'a pas cette possibilité d'en prendre l'initiative, mais nous allons voir qu'il a quand même, dans un cas précis, la possibilité, les moyens d'obtenir des EPCI en charge de ces documents un engagement contractuel à les adapter, et ce, au service d'actions visant à la revitalisation des centres urbains. Ce qui nous amène à la dimension contractuelle des interventions de l'État en la matière. Alors, c'est là que rentre en ligne de compte la question de la revitalisation des centres urbains, qui est aujourd'hui un des grands enjeux des politiques de l'aménagement du territoire. Et les interventions de l'État tournées vers cet objectif ont été nombreuses depuis d'ailleurs les années 70. Mais la plus récente a été initiée en 2018 avec le lancement du programme dit Action Cœur de Ville, qui est un programme déployé sur 222 villes ou binômes de villes, qui ont été sélectionnés par un comité national de pilotage sur proposition du ministre chargé de la cohésion du territoire. Donc on voit bien que c'est quand même l'État qui maîtrise ce dispositif de l'ORT et qui maîtrise en particulier le choix des territoires sur lequel, le dispositif Action Cœur de Ville
puisqu'il maîtrise le choix des territoires sur lesquels il va être déployé. Alors, ce sont des villes qui ont été retenues, soit parce que ce sont des territoires délaissés et dévitalisés, hein, pour lesquels il y a une aide particulière qui se justifie notamment pour lutter contre les fractures territoriales, soit en raison justement de leur fonction de centralité qui justifie qu'il leur soit apporté un soutien particulier. Alors, ce programme Cœur de ville a été initialement mis en œuvre dans le cadre de conventions Cœur de ville, pardon, et aujourd'hui, il a désormais vocation à être mis en œuvre dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire, l'ORT, donc, qui a été créée par la loi Elan du 23 novembre 2018. Alors, le dispositif de l'ORT est bien sûr un dispositif qui va s'appliquer prioritairement à ces villes qui entrent dans le programme Action Cœur de Ville, mais pas seulement, puisque d'autres villes, bien sûr, peuvent être couvertes par une ORT. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ORT? Ces ORT, elles sont régies par l'article L303-2 du Code de la construction et de l'habitation, et elles ont pour objet donc la mise en œuvre d'un projet global de territoire en vue de la revitalisation de ces territoires, et programme qui est plus particulièrement axé sur l'habitat et le commerce, mais qui peut s'étendre à tout domaine où des effets peuvent être escomptés en matière justement de valorisation du territoire, donc notamment en matière de mobilité ou encore en matière de mise en valeur du patrimoine. Alors, ces ORT donnent lieu à une convention qui est passée pour une durée qu'elle prévoit, qui est généralement de 5 ans, entre l'État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que d'autres personnes publiques ou d'acteurs privés qui sont susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la Convention. Alors, en pratique, si certaines conventions ne sont passées effectivement qu'entre l'État et un EPCI et ses communes membres, ces conventions associent quand même généralement d'autres partenaires, parmi lesquels on retrouve de manière récurrente la Banque des territoires, l'Agence nationale de l'habitat ou encore des établissements publics fonciers. Alors, la présence de ces partenaires dans les conventions ORT est fonction, bien sûr, des interventions à mener au regard de la stratégie qui est définie dans la Convention. Parce que l'objet même, justement, de ces conventions ORT est de délimiter des secteurs d'intervention à l'intérieur desquels la Convention va programmer un certain nombre d'actions qui doivent contribuer justement à la mise en œuvre du projet de revitalisation du territoire. Alors, parmi ces actions, l'article L303-2 mentionne par exemple des opérations d'aménagement ou encore des opérations de modernisation des activités économiques, des actions d'animation commerciale, artisanale, etc. Alors, en pratique, en matière de commerce, il faut bien dire que les actions qui sont prévues dans ces ORT ne sont pas toujours spectaculaires. Alors, par exemple, j'ai trouvé dans une convention sur le territoire d'une commune signataire une seule action prévue en matière de commerce et qui consistait dans une étude sur l'attractivité du centre-ville pour permettre d'identifier les leviers pour dynamiser le commerce. En gros, il s'agissait d'étudier ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'attractivité du centre-ville. Alors, c'est vrai qu'une action de ce type n'a pas vraiment de caractère opérationnel, mais cela étant, il ne faut pas non plus envisager ces actions indépendamment les unes des autres, mais plutôt globalement, parce que d'autres actions prévues dans des domaines autres que le commerce peuvent avoir bien sûr des impacts sur le commerce. Alors, je prends un exemple. Si on prévoit au titre des équipements publics dans la Convention la réalisation d'un parc de stationnement en centre-ville, eh bien, cette action, qui est une action en matière d'équipement public, va évidemment avoir des incidences, des effets sur le commerce, puisqu'on va faciliter l'accès de la clientèle dans les commerces du centre-ville.
Voilà, donc il reste quand même que l'objet principal, c'est justement, à l'intérieur de ces secteurs d'intervention, de prévoir un certain nombre d'actions, en vue de la revitalisation du territoire. Alors ce dispositif, de l'ORT, il rencontre, un franc succès puisque si l'on s'en tient à un bilan qui a été publié, par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le 11 février dernier, 229 ORT ont déjà été signés sur 374 communes qui concernent, c'est vrai, les 3/4 des communes du programme Action cœur de ville qui ont donc, heu qu'on transformé les conventions cœur de ville en conventions ORT et plus de 500, ORT sont déjà, envisagées et sur la période passée, là encore selon le bilan publié, 7 000 projets auraient déjà été réalisés et 1 200 en cours de réalisation pour un coût total quand même de travaux de 1,4 milliard d'euros. Donc, ce qui montre bien quand même l'impact de ces ORT. Alors, pourquoi un tel succès de l'ORT? Eh bien, un succès qui s'explique par les leviers que la convention ORT permet d'actionner et dont un certain nombre sont entre les mains de l'État, qui est donc partie co-contractante. Alors, quels sont ces leviers justement que l'ORT permet d'actionner? Ces leviers sont en premier lieu des leviers financiers et fiscaux. Et l'État, dans les conventions ORT, apparaît d'ailleurs essentiellement comme un partenaire financeur aux côtés d'autres organismes comme la Banque des territoires. Alors la participation de l'État se traduit notamment par l'octroi d'avantages fiscaux au travers notamment du dispositif de défiscalisation de Normandie, auquel les villes concernées sont éligibles. La participation de l'État se traduit également par des engagements de celui-ci en vue de mobiliser les dotations et les crédits qui sont susceptibles justement d'être libérés pour les différentes actions qui sont prévues dans la convention ORT. Alors là aussi, si on lit les conventions ORT, les engagements que prend l'État ne sont pas forcément très contraignants pour lui. On peut lire par exemple dans plusieurs conventions un engagement qui consiste formellement à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans la convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l'État disponibles. Donc c'est un engagement à étudier si on peut éventuellement accorder des crédits ou des dotations. Et donc, ce n'est pas un vrai engagement à accorder ces crédits et ces dotations, même si, bien sûr, l'État a tout intérêt à ce que les actions qui figurent dans la convention ORT soient mises en œuvre. Alors, à côté de ces leviers juridiques, ces leviers pardon, financiers et fiscaux, l'ORT permet aussi d'actionner des leviers juridiques, et ce à 3 niveaux. S'agissant tout d'abord de l'action foncière, l'ORT permet d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains qui font l'objet de projets d'aménagement commercial. Ensuite, s'agissant du cadre réglementaire de mise en œuvre des actions, le Code de la construction et de l'habitation prévoit que parmi les actions prévues peut figurer dans la convention un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de PLU, de documents en tenant lieu ou de carte communale, de procéder aux modifications des documents d'urbanisme nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la Convention. Donc ce sont des vrais engagements pris par les collectivités, les EPCI, à modifier les documents d'urbanisme, les plus généralement, pour permettre la réalisation des actions prévues au contrat. Alors ce type d'engagement n'est pas tout à fait nouveau, puisque déjà dans la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, on avait introduit la possibilité de conclure un contrat de conception-réalisation pour la mise en œuvre des contrats de développement territoriaux.
Et ces contrats de conception-réalisation pouvaient notamment porter sur l'élaboration d'une proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme. Et à cette occasion, certains auteurs, et je pense ici à Sédou Traoré en particulier, avaient déjà soulevé la question de la pérennité du principe général de l'interdiction de contractualiser sur les compétences d'urbanisme par des pactes sur décision future. Puisqu'effectivement, le principe général en droit administratif, c'est quand même qu'on ne peut pas s'engager contractuellement sur l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme. Alors la question, qui était donc déjà posée en 2010, se pose avec une plus grande acuité encore dans le dispositif des ORT, puisqu'il ne s'agit plus seulement de contractualiser sur une proposition de modification, mais de véritablement s'engager à modifier les documents d'urbanisme. En tout cas, le législateur, lui, s'autorise à déroger à ce principe, et c'est ainsi que dans certaines conventions, les collectivités s'engagent sous la thématique du commerce à modifier leurs documents d'urbanisme, par exemple pour mettre en place des linéaires marchands, pour définir des règles de hauteur, pour élaborer un DAC ou encore pour définir un nombre de places minimum de stationnement livraison. Alors cela étant, bien sûr, cet engagement, il n'est pas obligatoire, il dépend en toute logique de la nécessité de faire évoluer les documents d'urbanisme. Et on peut d'ailleurs aussi s'interroger sur la sanction possible au non-respect d'un tel engagement. Mais en tout cas, il montre bien que à travers ce contrat et ce type d'engagement, le préfet, qui est partie co-contractante, peut aussi négocier des évolutions des documents d'urbanisme avec ses partenaires collectivités territoriales. Pour terminer sur les conséquences de l'ORT et les leviers qu'elle permet d'actionner, je rappellerai que l'ORT emporte aussi des effets sur le contrôle des projets commerciaux, sur la police de ces établissements, en particulier parce que la mise en place d'une ORT permet de dispenser d'autorisation d'exploitation commerciale les projets dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT. Donc c'est là effectivement un des effets particulièrement importants de l'ORT, avec des aménagements possibles dans la convention. Et d'autre part, pour les projets qui ne seraient pas dispensés d'AEC parce que non situés dans le périmètre d'intervention, l'ORT, l'a dit Jean-François Giacuzzo, emporte la faculté pour le préfet de suspendre l'examen et l'enregistrement des projets devant les commissions départementales d'aménagement commercial. Donc ce pouvoir de suspension, c'est en quelque sorte aussi une contrepartie pour l'État aux engagements financiers qu'il prend dans la convention ORT. Alors ça m'amène ici au deuxième point de cette intervention qui concerne donc le rôle de l'État dans la police de l'aménagement commercial. Alors, ces interventions de l'État dans la police de l'aménagement commercial, on les retrouve aussi bien au stade de la délivrance des autorisations que postérieurement à cette délivrance, tout au long de la vie des établissements commerciaux. Alors, au stade de la délivrance des autorisations, tout d'abord, l'État joue un rôle clé aussi bien dans le fonctionnement des institutions qui sont chargées de l'examen des demandes d'AEC que sur l'instruction même de certaines demandes. Alors, s'agissant donc effectivement du rôle de l'État dans les institutions chargées de l'examen de ces demandes, on rappellera que l'État, le préfet en l'occurrence, joue en quelque sorte dans ces institutions le rôle d'homme orchestre. Devant les GDAC, s'agissant effectivement des GDAC pour commencer, c'est lui tout d'abord, le préfet, qui institue la commission et qui en fixe la composition pour chaque dossier,
sont bien sûr les règles fixées par le Code de commerce, le secrétariat de la commission étant par ailleurs assuré par les services de la préfecture. C'est le préfet également qui conduit la procédure d'instruction des demandes d'autorisation avec l'appui des services déconcentrés de l'État, et il peut pour ce faire demander aux chambres consulaires en particulier de réaliser des études spécifiques qui porteront sur le tissu économique, commercial et artisanal, ou encore sur la consommation des terres agricoles. Alors, il y a d'ailleurs une circulaire, la dernière circulaire du 24 août 2020, qui demande au préfet de demander, de solliciter systématiquement cette étude auprès des chambres d'agriculture, justement dans l'objectif de lutter contre l'artificialisation des sols. Et c'est le préfet également qui ensuite préside la commission départementale et qui, à cette occasion, peut bien sûr insister sur un certain nombre d'enjeux, de considérations que la commission devrait plus particulièrement prendre en compte pour l'examen des demandes. Et là aussi, la circulaire de 2020 eh bien, insiste sur la nécessité pour les préfets de vraiment enfoncer le clou devant les commissions départementales d'aménagement commercial sur l'objectif notamment de zéro artificialisation. En revanche, bien sûr, le préfet ne prend pas part au vote, donc il est un homme orchestre, mais neutre, enfin, si on peut dire, il oriente un petit peu, mais il est neutre dans la décision qui est prise au final. Le rôle de l'État est aussi, bien sûr, enfin l'État, pardon, est aussi présent au sein de la Commission nationale, où d'ailleurs, contrairement au CDAC, figurent, siègent des hauts fonctionnaires parmi le corps du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration et du développement durable. Monsieur Schmitt pourra nous en parler un petit peu plus peut-être tout à l'heure. Et le secrétariat de la CNAC est lui aussi assuré par les services étatiques, ceux du ministre chargé du commerce, et bien, les autorités centrales, ministre de l'urbanisme et de l'environnement et ministre du commerce, émettent aussi des avis sur les projets dont la CNAC, que la CNAC doit examiner. Voilà, donc il y a un rôle déjà que joue l'État dans les institutions même qui sont chargées d'examiner les demandes d'AEC. Et puis en dehors de ce rôle dans les institutions, l'État, par l'entremise du préfet, a aussi un pouvoir de suspension qu'a évoqué Jean-François Giacuzzo, un pouvoir de suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes devant la commission départementale d'aménagement commercial, un pouvoir de suspension sur les territoires qui sont couverts par les ORT. Alors, deux cas sont prévus par les textes, je résume. Il s'agit des projets qui, en substance, sont situés hors des secteurs d'intervention délimités dans les ORT, mais qui sont à proximité de ces secteurs d'intervention et qui sont susceptibles de compromettre les objectifs poursuivis dans l'ORT, compte tenu, dit le texte, de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise. Alors, dans ces données, on trouve notamment le taux de logement vacant, la vacance commerciale, le taux de chômage, etc., etc. Voilà, donc ce sont des projets qui concernent, donc qui sont présentés à proximité des secteurs d'intervention des ORT. Donc pour ces projets, une suspension de la demande peut être décidée par le préfet pour une durée qui peut quand même aller jusqu'à 3 ans, prorogeable une année. Donc, ce qui est une durée vraiment importante. Et cette suspension, elle est décidée après avis ou à la demande de l'intercommunalité et des communes concernées par le périmètre ORT. Alors, en toute hypothèse,
Cette décision, elle est prise au cas par cas, in concreto, et compte tenu justement des atteintes, alors justifiées et proportionnelles selon le Conseil d'État, que ce moratoire préfectoral porte au principe de liberté d'établissement, eh bien, elle est enfermée dans des délais très courts, puisque la décision de suspension doit intervenir dans les 37 jours qui suivent le dépôt de la demande devant la commission. Si la suspension est décidée, eh bien, ça veut dire que le projet est gelé et à la fin de la durée de suspension, 3 mois donc avant plus précisément la fin de cette période, le demandeur va être invité éventuellement à actualiser son dossier si la situation de droit ou de fait a évolué depuis qu'il a déposé sa demande, et la CDAC pourra ensuite donc se prononcer au vu éventuellement de cette nouvelle situation. On voit donc que ce mécanisme de suspension fait du préfet le garant de la bonne réussite des ORT. Alors cela étant, apparemment les préfets font une utilisation assez mesurée de ce pouvoir de suspension. Si on s'en tient aux données publiées par la Banque des Territoires sur son site internet le 15 février dernier, 3 communes ont bénéficié d'un arrêté de suspension: Limoges, Blois et Saint-Dié-des-Vosges. Et il en existe au moins 2 autres que moi j'ai repérées aussi sur Internet, qui concernent la ville de Toulon-sur-Allier et la ville d'Avermes, dans lesquels 2 arrêtés de suspension ont été pris par la préfète de l'Allier en janvier 2020. Et ces arrêtés de suspension montrent quand même des différences de pratiques assez importantes d'un département à l'autre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur Saint-Dié-les-Vosges, la suspension a été prononcée donc en 2020 pour une demande qui portait sur l'extension d'un Lidl à proximité du centre-ville, et elle a été prononcée pour une durée de 3 ans. Donc là, on a utilisé le maximum de la durée de suspension que l'on pouvait prendre. Durée de 3 ans estimée nécessaire dans l'arrêté de suspension pour apprécier l'impact des actions programmées dans la convention ORT, avant de pouvoir envisager l'implantation d'une nouvelle enseigne alimentaire près du centre-ville. Donc, en d'autres termes, on dit, ben voilà, on se donne 3 ans pour voir si effectivement on arrive, en mettant en œuvre les actions de la convention, à revitaliser le centre-ville. Et si au bout de 3 ans, les résultats sont satisfaisants, positifs, eh bien, on pourra envisager éventuellement d'autoriser l'implantation d'un Lidl à proximité du centre-ville. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple à Saint-Dié-les-Vosges. 2 autres exemples qui montrent effectivement une utilisation un petit peu différente de ce pouvoir de suspension, sur les communes de Toulon-sur-Allier et Avernes, où donc 2 arrêtés de suspension ont été pris. Alors l'un pour un projet d'extension d'un Lidl encore, et l'autre pour un projet d'extension d'un centre Leclerc. Et ces suspensions ont, elles, été prononcées pour 3 mois seulement dans un cas et 6 mois dans l'autre cas. Ce délai ayant été prévu pour permettre de demander des précisions sur chaque projet, et permettre aux collectivités d'engager une concertation avec les porteurs de projets pour s'assurer que ces projets pouvaient être conciliés avec les objectifs de revitalisation du centre-ville. Et donc là, effectivement, on a un petit peu le sentiment, à la lecture de l'arrêté de suspension, que cette suspension, elle est utilisée pratiquement pour allonger la durée d'instruction de la demande d'AEC, qui est quand même court parce que c'est un délai de 2 mois en principe, avec cette idée que quand la demande peut-être ne permet pas d'avoir une idée suffisamment claire sur les effets du projet, et qu'on n'a peut-être pas la possibilité d'obtenir des compléments d'information dans le délai d'instruction de 2 mois, eh bien, on va décider une suspension pour demander des compléments d'information,
mais aussi éventuellement pour négocier avec le porteur de projet certains aspects de son projet qui permettraient peut-être de mieux le concilier avec des objectifs de revitalisation du centre-ville. Voilà, donc un pouvoir de suspension qui n'est finalement pas très utilisé pour l'instant et qui, lorsqu'il est utilisé, on le voit, est utilisé pour des fins qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et Jean-François Jacuzzo posait la question tout à l'heure de la conventionnalité de ce dispositif de suspension, en évoquant peut-être le flou des critères à partir desquels les textes prévoient qu'il peut être mis en œuvre. Mais c'est vrai que ce flou, il est d'une certaine façon un petit peu incontournable parce que l'objectif, c'est que finalement, projet par projet, de voir si il y a un risque de compromettre, voire compromettre gravement, les actions qui sont prévues dans la convention ORT. Or, les actions ne sont pas les mêmes d'une convention à une autre, et donc c'est forcément au cas par cas, en fonction de chaque convention, que l'on va comparer si un projet risque ou pas de compromettre les actions qui sont prévues. Et donc on ne peut pas prévoir à l'échelle nationale des critères forcément très précis de suspension par le préfet, puisque par hypothèse, cette suspension, elle ne peut être décidée qu'en fonction à la fois des actions prévues dans chaque ORT et des caractéristiques des projets qui font l'objet de la demande d'AEC. Voilà, mais il reste qu'effectivement, peut-être que ça peut poser des problèmes. Alors, si on passe, je vais essayer d'accélérer un peu, si on passe cette étape de la délivrance de l'AEC, eh bien, le porteur de projet, l'exploitant, n'en a pas forcément fini avec l'État, puisque celui-ci peut aussi, une fois que l'AEC est délivrée, intervenir sur l'autorisation ou l'exploitation de l'établissement. Il le peut tout d'abord en contestant l'autorisation d'exploitation commerciale qui aurait été délivrée. Alors, il peut tout d'abord, bien sûr, contester l'avis de l'ACDAC dans le délai d'un mois. Et plusieurs circulaires, d'ailleurs, ont rappelé au préfet l'existence de ce pouvoir. Et c'est un pouvoir de recours devant la CNAC, donc, qui est d'autant plus encouragé que le projet pourrait paraître contrarier certains objectifs importants comme celui de zéro artificialisation. Et donc, la circulaire de 2020 a en particulier rappelé aux préfets qu'il ne fallait pas qu'ils hésitent à saisir la CNAC lorsque la CDAC autorisait un projet qui précisément conduisait à une consommation excessive des sols. Alors cette circulaire de 2020, elle sonne un petit peu comme un rappel à l'ordre pour les préfets parce qu'il y est rappelé que finalement, peu de recours sont exercés par le préfet devant la CNAC. Dans la circulaire, on en relève 2 ou 3 par an. Alors pourtant que le préfet dispose de pouvoirs importants en la matière. Et ce constat de la circulaire de 2020, eh bien, il est corroboré par les statistiques qui sont fournies par la CNAC, qui dans son rapport d'activité, par exemple, pour 2019, quand il ventile les recours en fonction des requérants, eh bien, mentionne les requérants tiers, mentionne la CNAC par autosaisine, mais ne mentionne même pas dans ces statistiques les recours par les préfets. Donc, ce qui montre bien que les préfets ne contestent quasiment pas les décisions de la CTAC, des commissions départementales, devant la commission nationale. Et pourtant, ce n'est pas que les projets soient vertueux en termes de revitalisation des centres urbains ou de consommation économe des sols. Il y a plusieurs décisions de la CNAC qui retoquent des projets autorisés par les commissions départementales et qui les retoquent justement en disant qu'ils consomment trop de sol, qu'ils ont des effets négatifs sur la revitalisation des territoires, etc.
Alors on pourrait se dire, bah, si le préfet ne saisit pas la commission nationale, c'est parce que pour lui, finalement, ce recours, ce n'est pas un recours administratif préalable obligatoire, contrairement à d'autres requérants, et qu'il peut donc saisir directement le juge administratif. Alors, cette explication, elle ne tient pas parce que finalement, on se rend compte aussi qu'il existe assez peu de recours devant le juge administratif des préfets, qu'il s'agisse de recours contre la CNAC, la Commission nationale, là il n'y en a pas du tout, ou bien de recours contre des avis de la Commission départementale. Alors c'est une curiosité quand même parce que le préfet a quand même devant le juge administratif des facilités dont les autres requérants ne disposent pas. Et par exemple, pour vous donner effectivement un ordre d'idée, le préfet peut invoquer devant le juge administratif, quand c'est un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui est en cause, peut invoquer aussi bien des moyens tirés de la violation de la réglementation d'urbanisme que des moyens tirés de la violation de l'urbanisme commercial. Lui, il n'est pas tenu, il n'est pas enfermé par les dispositions de l'article L600-1-4. Également, parmi les facilités qui lui sont ouvertes, il y a celle d'obtenir plus facilement la suspension de la décision au bénéfice en particulier des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Alors sans doute, la circonstance que le préfet préside les commissions départementales met celui-ci dans une situation un petit peu particulière, pour ne pas dire inconfortable politiquement, et qui le retient de contester en premier lieu les avis des commissions départementales et encore plus peut-être les décisions de la commission nationale. Si le préfet ne conteste pas, donc si l'autorisation est entérinée et que l'exploitation du commerce démarre, eh bien, le préfet garde un regard sur la vie de cet établissement et il a un regard tout d'abord sur la conformité de l'équipement commercial à l'autorisation qui a été donnée. Ça, c'est une nouveauté de la loi Elan qui introduit à compter du 1er janvier 2020 l'obligation pour le bénéficiaire d'une AEC de fournir au préfet un certificat de conformité un mois avant l'ouverture au public de l'équipement commercial, certificat de conformité qui était établi par un organisme habilité par le préfet. Et donc, le préfet dispose ensuite, effectivement, d'un délai pour éventuellement contester la conformité de l'équipement et pour éventuellement adresser aux porteurs de projet une mise en demeure de se mettre en conformité avec éventuellement une interdiction d'ouverture au public. Alors, en l'absence de certificat, l'exploitation des surfaces de vente est réputée illicite. Et c'est la même chose si l'établissement ouvre alors que le préfet a prononcé une interdiction d'ouverture au public, ou à plus forte raison, si les surfaces sont exploitées alors que aucune autorisation d'exploitation commerciale n'a été délivrée alors que celle-ci était requise. Alors cette exploitation illicite, elle peut être constatée justement par des agents de l'État habilités à cet effet et notamment par des agents des directions départementales de protection des populations qui sont placés sous l'autorité du préfet. Et dans ce cas, le préfet doit mettre en demeure l'exploitant de fermer au public les surfaces de vente ou de ramener la surface commerciale à celle autorisée. Sinon, il peut prendre un arrêté de fermeture du public. Alors, ce qui est important dans la loi Elan, outre la mise en œuvre, la mise en place de ce certificat de conformité, ce qui est important, c'est que la loi Elan a fait du pouvoir
du préfet, enfin des pouvoirs du préfet en cas d'exploitation illicite, une compétence liée et non plus un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'avant la loi Elan, en cas d'exploitation illicite d'un commerce, le préfet pouvait prendre des sanctions, donc pouvait prononcer une fermeture, pouvait sous astreinte éventuellement et prononcer une amende, mais il n'était pas obligé de le faire. Alors que la loi Elan, maintenant, met celui-ci en situation de compétence liée, c'est-à-dire que dès qu'il a connaissance d'une exploitation illicite de surface de vente, il n'a pas de marge de manœuvre, il est dans l'obligation de mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de commerce pour sanctionner cette exploitation illicite. Et on peut lui demander d'ailleurs d'actionner ses pouvoirs, et le refus par le préfet d'actionner ses pouvoirs est susceptible d'annulation. Alors, on a un exemple d'ailleurs récent dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 février 2021, où effectivement la Cour annule un refus du préfet de faire constater l'exploitation illicite de surface de vente. Alors, je vais terminer maintenant, je suis désolée, il faut que j'aille vite, juste par évoquer aussi, à la fin de la vie, cette fois de l'établissement, eh bien, le contrôle sur l'obligation de démantèlement des établissements commerciaux. Alors, pour lutter effectivement contre les friches commerciales, la loi Allure a mis à la charge du propriétaire du site d'un établissement commercial qui n'est plus exploité depuis 3 ans, la charge de son démantèlement. Alors, c'est ce qui est prévu par l'article L752-1 du Code de commerce. À l'issue donc de ce délai de 3 ans, le propriétaire de l'immeuble doit notifier au préfet les mesures qui sont prévues justement pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site. Et ces opérations qui ont été notifiées au préfet doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification. Et le préfet doit justement s'assurer de ces dispositions prévues pour remettre en état le site, et en cas de carence ou d'insuffisance des mesures prévues par le porteur de projet, eh bien, le préfet peut mettre en demeure le ou les propriétaires de lui présenter dans un délai déterminé ces dispositions en vue donc du démantèlement. Et si, à l'expiration du délai donné par le préfet, eh bien, le propriétaire n'a pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le préfet peut, et c'est ça la nouveauté de la loi Elan, peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme qui va correspondre au montant des travaux à réaliser, et cette somme ne sera restituée au propriétaire qu'au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Voilà, donc c'est vraiment ce pouvoir de consignation qui constitue la vraie nouveauté de la loi Elan. Alors pour terminer, même si ça a été un petit peu rapide, c'est ma conclusion. On voit bien quand même que dans les réformes récentes et surtout dans la loi Elan, on a manifestement renforcé les prérogatives de l'État en matière d'aménagement commercial. Mais on peut se demander si, à rebours de cette évolution, l'avenir ne verra pas au contraire un accroissement des responsabilités des collectivités territoriales en la matière. Alors notamment, la consécration annoncée de la notion de différenciation territoriale pourrait peut-être ouvrir la voie à une application différenciée des politiques nationales d'aménagement commercial, une application différenciée sur les différentes parties du territoire. Or, par exemple, on pourrait imaginer peut-être la possibilité d'adapter sur les différents territoires les seuils qui rendent nécessaire une autorisation d'exploitation commerciale. Alors, ce vent de redécentralisation soufflait déjà lors des discussions de la loi Elan. Et une proposition de loi déposée en 2018 annonçait d'ailleurs de manière révélatrice un ensemble de mesures maîtrisées par les collectivités territoriales, parmi lesquelles figurait l'institution d'un dispositif portant sur des opérations de sauvegarde et de redynamisation, appelé OSER,
Et ce dispositif, il était orienté vers la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs, mais les auteurs de la proposition de loi le distinguaient très clairement du dispositif des ORT, précisément parce que ce dispositif des ORT, pour les auteurs de la proposition de loi, ce dispositif des ORT était justement trop maîtrisé par l'État, trop prise en charge par l'État. Alors notamment, on l'a dit, c'est l'État qui sélectionne les villes qui peuvent en bénéficier, alors que dans le programme OSER qui a été proposé en 2018, dans le programme OSER, eh bien, c'était les villes qui décidaient si oui ou non elles voulaient entrer dans ce dispositif. Voilà, donc déjà en 2018, on sentait bien que il y avait des propositions en marge de la loi Elan qui émergeaient pour les mêmes fins, revitaliser le territoire, mais avec des moyens différents et surtout une plus grande maîtrise laissée aux collectivités territoriales, puisqu'on considérait que le dispositif de l'ORT, c'était une forme de recentralisation qui était, selon les auteurs de la proposition de loi, inacceptable. Alors, les rapporteurs de cette proposition de loi, Pointreau, évoquaient plus largement des interrogations sur l'opportunité d'en finir avec la législation sur l'urbanisme commercial, à laquelle aurait été substituée une législation relevant de l'urbanisme de droit commun. C'était déjà une proposition qui avait été mise en forme dans une proposition de loi de 2010, la proposition Piron-Ollier. Et dans cette proposition de loi de 2018, eh bien, les parlementaires ont été finalement convaincus que les esprits n'étaient pas mûrs pour une telle évolution et ont plutôt donc suggéré une refonte du dispositif au moyen de certaines mesures, dont certaines ont été reprises d'ailleurs dans la loi Elan. Mais la question reste quand même ouverte du principe même du rapatriement de l'urbanisme commercial dans l'urbanisme de droit commun et de ses modalités, bien sûr, ainsi que du recul, y compris financier, que ce rapatriement pourrait marquer dans les interventions de l'État. Alors peut-être que le renforcement du volet commercial du SCOT dans la loi Elan, conforté par l'ordonnance de 2020 était consciemment ou pas une première étape vers ce retour ou ce rapatriement de l'urbanisme commercial vers un urbanisme, vers l'urbanisme de droit commun et donc une plus grande maîtrise laissée en la matière aux collectivités territoriales. Peut-être que Dominique Moreno aura quelques mots à dire sur cette évolution possible. Je vous remercie.